Bonjour Jean-Didier Berger. Bonjour. Alors, vous êtes aussi membre de la Commission des Finances, donc vous étiez aux premières loges pour voir le volet recettes du budget 2026 rejeté par les députés, dont vous avez voté contre. Alors, déjà, pourquoi vous avez voté contre? Pour une raison très simple, c'est que cette année, nous n'avons pas envie de voir se reproduire les mêmes choses que l'année dernière, c'est-à-dire une folie fiscale, une folie d'avalanche d'impôts et de taxes nouvelles, votées main dans la main par le Rassemblement national et la France insoumise, ou parfois proposées par le gouvernement. Donc nous avons fait en sorte de faire tomber un maximum de ces taxes nouvelles, mais j'observe que si nous y sommes parvenus pour un certain nombre d'entre elles, d'autres ont été ajoutées, notamment par le Rassemblement national, et donc nous n'avons pas la possibilité, en l'état, de voter un tel budget. Alors, pour qu'on comprenne et que les gens nous comprennent, Renaissance, les députés Renaissance ont été les seuls à valider ce projet, donc partie recettes. Les partenaires, j'allais dire, du Modem ou d'Horizon sont abstenus. 2 membres des Républicains se sont abstenus, dont le rapporteur du budget. Et donc, les Républicains, Rassemblement national et l'ensemble de la gauche ont voté contre. Ça veut dire qu'on plie le match, le volet recettes ne sera pas voté. Je rappelle que le Premier ministre présente dans discussion générale cet après-midi son projet de loi de finances. Ça vaut le coup de faire un débat? Ça peut encore bouger? Il faut expliquer aux gens que d'abord, en l'absence de 49.3, le budget est ce qu'en font les députés. Parfois le meilleur, parfois le pire. Et quand on a le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, eh bien, il faut choisir. Nous avons voulu continuer à maintenir la pression pour expliquer à tout le monde, y compris au gouvernement, que nous voulons un budget avec la baisse de la dépense publique, avec une vraie baisse de la dépense publique et pas simplement quelques aménagements. Le Haut Conseil des finances publiques l'a dit, cette année, c'est le début en 2025 du redressement. Mais ce redressement se fait 100% par des augmentations d'impôts et 0% par la baisse de la dépense publique. Dans le pays le plus taxé du monde et dans le pays qui dépense le plus en matière de dépenses publiques, il y a des marges de manœuvre. Et puis, deuxièmement, quand on voit le Rassemblement national et la France insoumise voter tout et n'importe quoi, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas les laisser taxer les Françaises et les Français. Oui, mais donc pour on autant, prend nos responsabilités. On le dit, il y a un problème de recettes aussi en France. Vous considérez que, par exemple, vous dites pas de nouveaux impôts, mais vous considérez qu'il ne faut pas aller chercher de l'argent chez les ultra-riches? Par exemple, l'impôt universel, vous y êtes opposé. Ça pourrait éviter l'optimisation fiscale dans l'expropriation financière. Moi, je pense qu'il faut Comment on peut rappeler aux faire gens... pour équilibre? C'est quoi pour vous l'équilibre budgétaire? Mais on n'est pas du tout dans un équilibre fiscal aujourd'hui. Il faut rappeler qu'on est le pays le plus fiscalisé du monde. On est dans le pays où il y a le moins... Pas pour tout le monde, vous le savez. Mais bien sûr que si. Vous ne vous rendez pas compte, en fait, que les écarts de richesse avant redistribution, ça va de 1 à 18. C'est-à-dire, il y en a qui gagnent 18 fois plus que les autres. Et après redistribution, on passe cet écart de 1 à 18 à un écart de 1 à 3. On est dans le pays où il y a le plus de justice fiscale. Donc, si nous, on est injuste, mais comment sont les autres? Moi, je voudrais bien qu'on s'interroge et qu'on regarde ce qui se passe ailleurs. Et en réalité, si on doit bouger, d'ailleurs, le Premier ministre l'avait dit, si on doit augmenter certains impôts, il faut aussi être capable d'en baisser d'autres. C'est donc, c'est pas un problème de recette. Vous contestez que les ultra-riches soient moins imposés que les Français d'une manière générale? C'est drôle parce que quand, comme moi et comme un certain nombre de gens, on est pour... c'est pour ça que je vous en parle. Mais dans ce cas-là, moi, je préférerais qu'on soit... Oui, mais c'est pas parce que les gens répètent, c'est pas parce que la gauche répète à l'infini les mêmes choses que ça correspond à une réalité. Moi, je préférerais même avoir un impôt proportionnel si on veut s'assurer que tout le monde participe de la même façon. Maintenant, la gauche, qui a toujours été pour l'impôt redistributif, pour l'impôt progressif, nous dit que, en fait, il n'est pas vraiment progressif. On n'y comprend plus rien. Il faudrait savoir où on habite. Et puis, je rappelle que ceux qui créent la richesse dans notre pays sont les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, parce que c'est cette richesse-là qu'on arrive à redistribuer ensuite. Alors, et par exemple, ces gens-là qu'on veut taxer le plus. A été rejetée oui, dans la Commission. C'est une victoire pour vous, pour les Républicains. Sur la base d'un amendement que j'avais déposé. Voilà, il ne faut pas la remplacer par un autre dispositif. Pour vous, l'affaire est close sur... pour trouver des nouvelles recettes dans cette population-là, des ultra-riches? Je voudrais dire aux Françaises et aux Français qu'il faut se méfier des solutions de facilité. En fait, il faut qu'ils se rendent compte qu'en leur disant ça, en leur disant « vous inquiétez pas, ce n'est pas à vous qu'on va prendre l'argent, mais c'est à des gens qui sont beaucoup plus riches que vous », mais à la fin, qui paye? C'est toujours les Françaises et les Français de la classe moyenne qui payent. L'année dernière, avec cette même logique, on s'est retrouvé avec 60 milliards d'impôts supplémentaires votés par la France insoumise et le Rassemblement national. Et c'était sur le logement principal, sur le logement secondaire, même sur le logement HLM, sur les Français de l'étranger, sur les entreprises. À l'issue des débats en commission, ça n'a pas été le budget voté. Et bien sûr, heureusement, parce qu'il y avait le 49.3. Ouais. Et aujourd'hui, les Françaises et les Français ont dans l'idée que le 49.3, c'est un truc très négatif qui pénalise les Françaises et les
Français. Vous auriez vous allez aimé voir qu'il que soit maintenu, la France insoumise et le Rassemblement national vont finir par rendre le 49.3 populaire. Parce que quand on n'a plus de 49.3, qu'est-ce qui sort de la machine à laver une fois que ça a fait 1600 tours minute? Parfois, tout et n'importe quoi. Donc il faut se méfier de ces solutions de facilité. Quand on vous dit qu'en fait, c'est un problème de recettes, ça veut dire vous inquiétez pas, dormez braves gens, il n'y a pas besoin de baisser la dépense publique. Mais c'est faux. Et tous les autres pays européens qui s'en sont sortis ont baissé la dépense publique. Alors, vous parlez beaucoup du Rassemblement national et de la France insoumise. On va parler des Républicains. Vous auriez aimé que le 49.3 soit maintenu. Alors, c'est une arme constitutionnelle, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Mais vous auriez préféré que ce débat se déroule avec le 49.3 éventuellement comme une épée de Damoclès. Vous pensez que ça va changer le débat? Non, et bien sûr que ce n'est pas la solution rêvée, le 49.3. Ce qu'on préférait, c'est avoir des gens de bonne volonté qui soient capables de faire des compromis, des consensus pour arriver dans l'intérêt général à trouver les bonnes solutions. Mais même quand il y a des choses qui sont évidentes, comme celle que je rappelle, pays le plus taxé du monde, pays qui redistribue le plus, pays qui dépense le plus, on est encore à se demander s'il ne faut pas augmenter la dépense publique en suspendant, en abranchant les retraites, et s'il ne faut pas aller taxer encore plus, histoire d'étouffer encore définitivement l'activité en France et la croissance. On marche complètement sur la tête. Donc il faut trouver des solutions, mais les solutions, nous on les a, on les propose, et puis ça va préparer les Français au grand débat de 2027. Parce que si on en est là, c'est parce qu'en 2022 et en 2017, il y a eu 2 élections présidentielles ratées où on ne s'est pas posé les vraies questions. Et dans un pays qui est en déficit depuis plus de 50 ans, il est temps de se les poser. Alors, le débat, je l'ai dit en discussion générale, commence cet après-midi avec un discours du Premier ministre. Est-ce que je me trompe si je dis que ce volet recettes a peu de chances d'être voté, ou est-ce que vous, chez les Républicains, vous pensez qu'il y a encore du grain à moudre et peut-être à arriver à le voter? Parce que ne pas voter le budget ou s'abstenir, c'est faire partie de l'opposition. Est-ce que vous êtes prêt à être dans l'opposition? Moi, je suis d'un naturel toujours optimiste, donc j'espère qu'il y a des solutions et j'espère que chacun va prendre ses responsabilités. Le gouvernement essaie de faire des efforts. Nous, on considère que le compte n'y est pas encore, mais on n'était pas très loin. Vous savez, par exemple, on avait déposé avec Laurent Wauquiez et mes collègues de la droite républicaine un amendement pour revenir sur le gel du barème de l'impôt sur le revenu, concrètement pour éviter une augmentation d'impôt pour tous les Français qui travaillent et qui sont soumis à l'impôt sur le revenu. Cet amendement était en train de passer, il a été rejeté uniquement parce que le Rassemblement national, qui pourtant avait exactement le même, n'a pas voté le nôtre. Donc tout ça, ces petites magouilles politiciennes, les gens n'en peuvent plus. Et si on arrive, et on n'était pas très loin, à faire passer le rejet de la taxe Zuckman, de revenir sur l'abattement des 10% pour les retraités. Nous, on a réussi, par exemple, à faire maintenir les allègements d'impôts pour les familles qui ont des collégiens, des lycéens et des enfants en études universitaires. Si, en plus de ça, on arrive à rétablir l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu, alors on aura une partie recette beaucoup plus votable. Et en face, nous, on propose des vraies baisses de dépenses, parce que c'est ça l'équilibre auquel on veut parvenir. Sur l'immigration, sur l'assistanat, et puis également sur l'administration administrante, comme on dit, et notamment ces fameuses agences. Quand vous dites l'assistanat, je qu'on précise les choses, vous voulez plafonner les allocations, quelles qu'elles soient. Vous parlez d'assistanat, c'est signé Laurent Wauquiez, mais vous voulez les plafonner, quel que soit le type d'allocation? Vous savez, on n'est pas les seuls à le dire, qu'il y a quand même un problème dans notre pays. Quand non, mais le vocabulaire a un sens, c'est pour ça que je me permets de préciser. Bien sûr, il faut expliquer les choses. Nous, on considère qu'il n'est pas normal, quand on bénéficie des revenus de l'assistance, de finir par gagner davantage ou d'avoir davantage de reste à vivre que des gens qui font l'effort d'aller travailler. On est dans une situation où il y a des tas de secteurs en tension, des chefs d'entreprise, des collectivités, des associations qui n'arrivent pas à recruter. Donc tant qu'on est dans cette situation, il faut faire en sorte de limiter les revenus de l'assistance pour faire en sorte qu'aller travailler soit toujours plus avantageux et qu'on récompense davantage le travail. En baissant la redistribution, on a la possibilité d'augmenter le reste à vivre de ceux qui travaillent, moins de charges, moins de cotisations et plus de salaire net. L'écart entre le net et le brut aujourd'hui est beaucoup trop important. Il faut le réduire et ça ne peut se faire qu'en ayant le courage de limiter les revenus de l'assistance. Et nous propose 70% du SMIC, une allocation sociale unique, plafonnée. Un petit mot sur la suspension des retraites. Ce sera dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Vous voterez cet amendement ou pas? Écoutez, pour l'instant, on va voir exactement ce qu'il y a dans le texte et puis surtout ce qui va sortir du débat. Parce que je rappelle qu'entre le texte initial qui est proposé, même rectifié, et ce qui va sortir, on peut avoir 2 planètes d'écart. Donc, une fois qu'on saura exactement comment le texte atterrit, on pourra dire ce qui est votable et ce qui ne l'est pas. Alors, un petit mot sur les ministres qui ont été suspendus du parti. Vous considérez que c'est normal que des ministres des Républicains
ait été suspendu. Vous en pensez quoi, vous, à titre personnel? Écoutez, moi je considère qu'avec les députés de la droite républicaine, on a su faire la part des choses depuis le début. Quand on a envoyé Michel Barnier pour diriger le pays à la tête du gouvernement, quand on a, alors que l'histoire d'amour avec François Bayrou était quand même pas totalement évidente, avec beaucoup de passifs, on a su lui apporter un soutien constructif pour faire en sorte de ne pas se retrouver avec la gauche au pouvoir. Et moi, je préfère avoir Annie Genevard plutôt que Sandrine Rousseau. Je préfère avoir Vincent Jeanbrun ou Philippe Tabarot que Louis Boyard. Et je pense que les Françaises et les Français aussi. Donc, ce sont tous des amis. Et je pense qu'ils savent faire la part des choses. Ils avaient d'ailleurs d'eux-mêmes pris la décision de se mettre en retrait pour que chacun soit dans son rôle et que personne ne soit pénalisé. Et je pense qu'ils ont toutes et tous le sens de l'intérêt général. Jean-Didier Berger, je vous remercie d'être passé ce matin sur France Info. Merci à vous. Merci beaucoup, Serge, et merci à Jean-Didier Berger d'avoir été l'invité de la matinale de France Info, qui se poursuit dans un instant avec un nouveau journal, et Guillemette Allard qui nous attend. À tout de suite.